Oui, sans alourdir le débat, Madame la Présidente, je crois que, bien sûr, je m'exprime à la fois en tant qu'élu actuel, mais aussi en tant qu'ancien président de l'Office des Transports, pour faire une lecture historique sans être trop lourd, évidemment, et essayer d'appuyer sur un certain nombre de points qui, de mon point de vue, puisque je retiendrai surtout le côté positif d'un certain nombre de propos convergents aujourd'hui, au-delà des appartenances partisanes, puisqu'il faut quand même essayer de se situer à l'échelle de l'intérêt général et du collectif de la Corse. À un moment donné, nous sommes ici, non pas actionnaires d'une compagnie, ici dans le débat actuel, nous sommes autorité concédante. Il faut faire très attention juridiquement et politiquement. Ça, c'est un premier point. Donc nous avons un débat d'une cahier des charges. Le reste se fera dans d'autres lieux, à d'autres moments. Ça, c'est pour les questions qui ont pu être évoquées incidemment. Un petit rappel, mais il me semble que c'est important juridiquement par rapport, y compris, au contentieux éventuel et à l'extrême véracité de l'action de certains opérateurs qui pourraient regarder ces débats. L'autre point, c'est que je ne peux que saluer, comme l'a fait Hyacinthe, un travail qui se situe à la fois dans une continuité qui part de 2015, et je veux évidemment me tourner vers les employés de l'Office des Transports avec qui nous avons travaillé, parce qu'il y a quand même un certain nombre de marqueurs, et vers le Conseil exécutif qui existent depuis lors, qui démontrent une opiniâtreté dans certains domaines pour essayer, malgré les vicissitudes, et quand je parle des vicissitudes, je parle évidemment des attitudes de guérilla, d'une part des préfets. On ne va quand même pas passer sous silence l'attitude du préfet de Large sur les 96 millions d'euros, sur le commandement à payer de 10 millions d'euros, sur le fait de pouvoir, c'est dans le rapport écrit noir sur blanc, c'est évoqué par la présidente de l'Office du transport actuel, de vouloir démonter la ligne de service public de Paris. C'est quand même des attaques frontales, démenties aujourd'hui par l'avis favorable des GC, Commission européenne. Donc ça veut dire qu'il faut quand même faire le bilan factuellement des choses, pour être honnête. Il avait tort et il était partisan. Et certainement pas du côté de l'intérêt de la Corse. Donc ça, c'est quand même un point d'opiniâtreté qu'il faut quand même reconnaître. Il y a eu des vicissitudes, il y a eu de la guérilla juridique, y compris l'opérateur maritime, on le sait. Il y a eu donc des remises en cause des grands canons du service public, y compris dans ces dimensions de base qui étaient pourtant soi-disant naturelles. Et il a fallu, de 2015 à aujourd'hui, moi-même, la présidente Vaina Borromei, actuellement le président du Conseil exécutif et autres, se battre pied à pied pour que le principe de continuité territoriale, le service public pour une île, soit maintenu, reconnu à différents échelons, et évidemment passe entre les mailles des coups de menton, des crocs en jambes volontaires qui voulaient faire chuter la collectivité financièrement et politiquement. Ça, c'est un fait quand même qui est à rappeler. Je rappelle aussi sur la question financière. On parle du reliquat comme une chose qui a toujours existé. Le reliquat, il vient d'un acte de gestion politique. Il ne vient pas de Jean-Michel Baillet. Jean-Michel Baillet, ce n'est pas du tout ça la question. 187 millions d'euros, c'est depuis 2009 l'enveloppe constante. Avant, pendant Jean-Michel Baillet, après. Et simplement, nous avions négocié, ce qui était inscrit dans la loi, la capacité, si nous faisions, collectivité de Corse, si nous faisions les actes de gestion de volonté politique nécessaires par rapport à la notion de surcompensation dans le maritime, par rapport au fait de pouvoir justement être rigoureux sur les enveloppes, si nous faisions des économies, plutôt que cet argent aille sur le port de Marseille, parce que c'était le cas de l'ensemble de l'enveloppe et des économies que nous ne faisions pas, à cause des accointances politiques entre gouvernants, majorité de l'époque, qui avaient peur de la paix sociale sur le port de Marseille, qui ne voulaient pas évidemment remettre en cause un certain nombre d'intérêts et de lobbies, bien, que ces économies restent à la Corse, servent à des baisses tarifaires, c'était le cas maritime, moins 18%, moins 53% sur l'export, puis sur l'aérien ensuite, puisque c'est une conséquence. Je rappelle comme les premières années, on fait 47 millions d'euros sur 2 ans, entre 10 et 37 les premières années de reliquat, 100 millions d'euros sur 6 ans, et ça a servi aux baisses tarifaires par palier dans le maritime, dans l'aérien. Je rappelle quand même qu'en 2007, on payait 120 euros le bord à bord, Nice-Marseille-Paris. On payait 230 euros le bord à bord Paris. Donc on parle de pourcentage de 7,5%, mais je voudrais rappeler à ceux qui sont mathématiciens, de 120 à 99, ça fait combien de baisses en pourcentage? C'était l'acte de gestion, alors que tout augmentait, nous on faisait baisser pour le bord à bord Nice-Marseille. De 230 à 190, ça fait combien de baisses? Ça fait beaucoup. Non mais Jean-Martin, je connais les chiffres et je vous demande de bien vouloir m'écouter parce que c'est quand même très important. Et à l'époque, on était sur des enveloppes de continuité qui ne produisaient pas de reliquats. Et si je rajoute l'épisode honteux de l'aide sociale qui n'a pas servi qu'aux compagnies délégataires, qui est une aide publique, qui a servi à beaucoup de monde, bon,
Cigereb ou Bocadi, Pogadi et Assayadé en Kodropadi. Bon, donc je veux dire par là qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes sur un exercice de cahier des charges où il y a à la fois une volonté de rester sur la baisse malgré ce qui n'existait pas à l'époque, une explosion du coût du carburant, une taxe liée à la loi climat-résilience qui n'existait pas. Et donc la hausse, la mini-hausse qui n'en est pas une, c'est à peu près, je crois, de mémoire, un quart de l'augmentation des coûts. Donc il y a une volonté politique de dire non, on n'a pas le droit de faire supporter, malgré ce contexte, aux usagers, il faut rester dans les grands canons. Premier point. Deuxième point, il y a une méthode d'affinage entre l'autorité concédante et le délégataire qui a été poursuivie depuis 2015, évidemment, de rigueur de gestion dans les comités d'opérationnel, dans les comités de suivi, dans les acomptes qui sont versés. Je rappelle qu'avant, on faisait des chèques, on ne faisait pas des acomptes en 2015. On avançait les sommes. Là, il y a quand même des comités de suivi, y compris des soldes à la fin, si les parties respectent le contrat. Ça, c'est une méthode qui est initiée depuis 2015, ça n'existait pas avant. Donc, je rappelle quand même que cette méthode a été usitée, il faut quand même féliciter à la fois l'Office des Transports et à la fois les compagnies délégataires lors de la crise du Covid. Je n'ai pas entendu parler de la crise du Covid. Mais les avions, ils ont volé. Les avions, ils ont volé. Il y a une adaptation du service public en fonction d'une contrainte historique majeure qui était une crise mondiale. D'autres compagnies ont chuté. Mais grâce à quoi? Grâce à une intelligence collective entre une autorité concédante et donc une collectivité majeure en capacité de maîtriser ses compétences et des délégataires qui ont été à la hauteur de l'enjeu dans un cadre de service public qui est un des meilleurs méditerranéens européens aujourd'hui. Et la compagnie Air Corse, malgré le Covid, elle n'a pas chuté. Elle n'a pas chuté grâce à cette adaptation, elle n'a pas chuté grâce aux reliquats constatés, elle n'a pas chuté parce qu'on n'a pas baissé les bras, personne, ni délégataire ni autorité concédante, pour la faire chuter. Et donc ce sont des actes de volonté politique qui, à un moment donné, doivent être reconnus dans la continuité de l'action qu'il y a eu. Et pour cela, je pense qu'il faut féliciter à la fois le contenu, alors sur le contenu je ne veux pas revenir, mais quand même, l'augmentation des fréquences partout, le rééquilibrage, la question évidemment de vol et d'amplitude à l'année qui était demandée depuis des années sur des aéroports, y compris secondaires sur Nice par exemple, tout ça a été évoqué, ce sont des sauts qualitatifs assumés en termes de choix politiques. Donc effectivement, on reste sur ensuite la perspective de la question de ce fameux gel qui date de 2009, je le rappelle, avec lequel nous avons voyagé jusqu'alors. Alors il y a eu l'épisode effectivement des 33 millions d'euros. Je rappelle qu'avant, même si ce n'était pas la continuité territoriale, mais c'était lié au contentieux maritime, il y a eu l'épisode de l'obtention des 50 millions d'euros. Je rappelle quand même que le reliquat, il a fait des petits baisses des tarifs, mais il a fait des petits en levant la recette de fonctionnement du reliquat, en levant du PUI, le reste, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Port, aéroport, route, évidemment, comité de massif. Je voudrais quand même refaire une parenthèse. Comité de massif, par défaut de l'obtention de transferts de moyens liés aux politiques de la montagne sur des compétences de 2002. Donc j'espère que ceux qui sont pour faire en sorte que la déspécialisation, puisque c'était le débat à l'époque en 2017, reste sur les ports, aéroports, les routes, militeront avec nous pour qu'en raison du transfert de compétences qui a été acté en 2002, on ait, comme prévu dans les textes, un fonds montagne dédié, parce que c'est dans le statut de la Corse de 2002. Parce qu'à un moment, il faut s'entendre. Il ne faut pas jeter à volo l'ensemble des choses. Nous l'avons toujours dit que c'était par défaut. Toujours. Mais il est impensable de ne pas avoir le politique de la montagne lorsqu'on faisait des économies. Surtout que ce n'est pas elle qui mange l'ensemble du reliquat. Donc voilà un petit peu un certain nombre de précisions. Et pour dire simplement que oui, nous sommes contraints à revendiquer ensemble, d'abord à continuer ce travail d'opiniâtreté, de rigueur, de gestion et de collaboration entre les futurs délégataires, je ne sais pas qui remportera les appels d'offres, mais futurs délégataires et l'autorité concédante, comme ça avait été le cas auparavant, mais à demander l'autonomie financière, dans un premier temps, et j'espère demain l'autonomie fiscale. Je ne veux pas vous taquiner, mais quand on regarde la croissance de recouvrement des impôts de TVA et ailleurs, quand on voit que la TVA de 2009 à 2019, c'est 100% de croissance, 100% de croissance, de 178 millions d'euros à 461 millions d'euros. Quand on parle d'indexation sur le coût de la vie, peut-être qu'il vaudra mieux glisser de l'autonomie financière à l'autonomie fiscale de certaines parts transférées. On sera beaucoup plus rassuré dans le budget pour tout ce que nous avons à accomplir pour ce pays et notamment pour l'accomplissement de ce service public. Et évidemment, je sais qu'il y aura d'autres évocations en la matière, nous restons totalement militants, comme nous l'avons été, comme nous l'avons initié, le métro aérien, le GECT, etc. Je sais que par ailleurs, ça n'a pas été conduit à son terme parce que contentieux maritime, il faut quand même se dire les choses. Parce que aussi, il faut le dire aussi, parce que non-volonté de l'État politique, je rappelle quand même que sur la question du transfrontalier, c'est une compétence État à la fin, et que nous avions à être confrontés à la DGCL.
la Direction générale des collectivités locales, qui en la matière est quand même le saint des saints de l'État central pour autoriser ou non au groupement européen de coopération de faire du service transfrontalier. Donc on en revient à la question du partenariat de négociation avec l'État, et on en revient ou à défaut évidemment demain un transfert de compétences. Donc tout cela reste dans des fondamentaux. Évidemment que le service public, il y a eu des études qui ont été faites par le bureau d'études de l'aéroport de Nice, notamment sur des vols aériens Pise. Baina pourrait en parler aussi, évidemment, Rome, Cagliari, sur le maritime, évidemment, et que c'est une perspective stratégique qui reste dans nos fondamentaux, mais je sais qu'en la matière, il y aura des évocations faites par l'exécutif.